Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le premier atelier du séminaire européen de l'AJE et de la Fondation européenne pour le climat. L'idée de cette série de webinaires, nous en ferons 6 durant le premier semestre, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu les grands enjeux qui sont derrière le Green Deal et toutes les politiques communautaires qui vont l'accompagner durant ces prochaines années. Pour inaugurer ce séminaire, nous avons convié Lucie Matera, qui est la responsable des politiques européennes. Pardon, j'ai dit une bêtise déjà? Non, j'ai pas encore dit une bêtise. Qui est la responsable des politiques européennes à E3G. Lucie, vous nous présenterez ce think tank qui n'est pas encore très connu en France. Vous serez accompagné aujourd'hui de Neil Makarov, qui est plus connu en France puisqu'il est chargé de l'Europe au sein du réseau Action Climat France, et puis de Thomas Pellerin, qui est le directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on commence de façon un petit peu plus globale et puis on ira au fond des choses dans les séminaires suivants. L'idée aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment l'Europe a redécouvert le climat et ses enjeux, et peut-être de remonter un petit peu le temps avec le début de la présidence von der Leyen. Lucie, comment est-ce que cette ancienne ministre de la Défense allemande a découvert le climat et a tenté de l'injecter à haute dose dans les politiques communautaires? Merci Valérie. Oui, alors peut-être un tout petit mot sur E3G, puisque vous m'y avez gentiment invité. Donc E3G, c'est un think tank actif sur les questions de transition verte, évidemment. On a 4 bureaux à Berlin, à Bruxelles, à Londres et à Washington. Donc on a, enfin voilà, c'est vraiment un think tank européen, mais quand même avec une perspective plutôt international. Je ne vais pas vous faire le long pitch de 3G. On couvre beaucoup de sujets, mais en gros, on a un gros pôle d'expertise, on va dire clean economy, un gros pôle d'expertise qui tourne autour des questions de diplomatie climatique, et puis un dernier pôle qui est autour plutôt des questions de politique européenne et nationale. Et alors, si on me demande d'identifier toujours un peu, mais c'est quoi l'espace que 3G occupe dans la galaxie des think tanks qui s'occupe du climat, mais j'aime bien qu'on dise, enfin, on est un think tank, on est aussi un do tank. Donc, on fait, enfin, voilà, on produit l'expertise, mais c'est de l'expertise qu'après on cherche à mobiliser pour influencer des décisions en matière climatique et environnementale. On travaille beaucoup en coalition pour faire ça. Et nous, on s'attache particulièrement à regarder quels sont les obstacles politique à l'action en matière de changement climatique. Voilà, donc ça c'est pour un petit mot très 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 rapide. Est-ce que tu veux, Valérie, que je commence déjà cette manœuvre hautement, cette manœuvre oui, on va risque tenter de partage de la on est présentation? sans filet, c'est extrêmement risqué, mais on tente le coup pour le coup. Allez, c'est Les parti. générations futures sont en jeu. Alors, c'est le moment où j'essaie de partager et je vais sans doute échouer, mais peut-être pas avec vous, Non, notre non, il faut être présentation. optimiste. Oui, c'est bien. Voilà. Alors, vous êtes censé voir une présentation qui s'affiche en grand. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faudra que quelqu'un le signale. Ça fonctionne? Ok, super. Ben, merci beaucoup en tout cas, Valérie, pour les petits mots d'introduction. Donc, avec Neil, avec Thomas, ce qu'on voulait faire avec vous aujourd'hui, ben, c'était replacer un petit peu l'énorme paquet de juin qui arrive, la Fit for 55, dans l'espace et dans le temps. Ce paquet, enfin, vous le savez tous, hein, c'est l'expression d'une ambition politique. Il est porté par des acteurs précis dans le système institutionnel, à Bruxelles, dans les États membres. Et avec Neil et Thomas, on va commencer à poser quelques balises autour du débat politique qui se noue déjà sur le paquet, et puis évoquer les grands paramètres du débat. Alors, la première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'avec ce paquet, ce qui se passe, c'est que l'Europe se lance mais dans un exercice de révision en profondeur, vraiment en profondeur, mais de l'ensemble de son architecture législative sur les sujets énergie, environnement, climat. Et quand je dis en profondeur, voilà, j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que
que la Commission avait mis sur la table un paquet, mais aussi touffu, en fait, aussi dense. J'ai pas souvenir, en fait, qu'on ait jamais eu à digérer un tel paquet à Bruxelles. Alors, à quoi ça va ressembler exactement cette révision vraiment en profondeur de notre architecture législative? On va avoir, je suis désolée, c'est en anglais, mais c'est les slides avec lesquels on travaille. On va avoir un peu plus de 30 propositions liées au climat, liées à l'environnement, qui vont être mises sur la table tout au long de l'année 2021. Et ça va couvrir, je pense, mais l'intégralité du spectre, quoi, hein. On va avoir performance énergétique des produits, performance énergétique des installations industrielles, commerce international, on va y revenir pas mal avec Neil, transport et mobilité, droit à la concurrence, finances vertes, fiscalité environnementale, stratégie industrielle, qualité de verre, marché intérieur de l'énergie. Enfin, a priori, on va vraiment couvrir un champ extrêmement large, hein. Donc, on couvre à la fois, on va dire, le cœur de la législation environnementale et climatique, mais aussi le cadre facilitateur, enfin, ce qu'on appelle en jargon bruxellois cadre facilitateur, c'est-à-dire en gros l'ensemble des conditions propices qu'on essaie de mettre en place pour réussir cette transition verte. Voilà. Et donc ce paquet, la Fit for 55, que vous voyez en gris sur cette diapo, fait partie de cet effort qui est bien plus vaste d'emmener l'Europe vers la transition verte. Voilà. Donc ça vous met un petit peu le paquet dans son environnement plus global de politique publique européenne. Alors, comment on en est arrivé là, à se dire qu'on pourra prendre 0 jour de congé en 2021? Évidemment, un paquet pareil, c'est pas un point d'entrée politique, hein. On pourrait remonter loin. Moi, j'aime bien remonter, on va dire, à un beau soir de printemps, mai 2019. Là, pouf, qu'est-ce qui se passe? Vague verte au Parlement européen. Alors là, on peut regarder les gros pays. En Allemagne, qu'est-ce qui se passe? On a des verts qui font 20%, hein, c'est 2 fois plus que le score de 2014, qui passent devant les sociodémocrates. En France, ils arrivent 3e. C'est pareil en Autriche, aux Pays-Bas. Dans tous ces pays, ils font des scores à 2 chiffres. Grande-Bretagne, ils sont à 12,5, c'est 2 fois le score de 2014. En Irlande, ils ont juste triplé leur score de 2014, ils passent de 5 à 15%. Tout ça, ça se fait au détriment des grandes formations qui ont historiquement dominé le PE et qui, évidemment, s'en rendent bien compte. Alors, on a ensuite Ursula von der Leyen qui entre en scène. Elle est nommée par les dirigeants européens. Et Madame von der Leyen, mais il faut qu'elle trouve une majorité au Parlement européen. Donc, elle doit composer un attelage politique, un programme qui puisse rencontrer une majorité dans cette enceinte, hein. Et donc, pour rappel, ça, je pense que vous avez bien en tête, mais donc le Parlement européen, c'est 50% de la branche législative à Bruxelles, hein. Donc, ils font pas de la figuration. Enfin, en tout cas, ils en font pas sur les sujets environnement, énergie, climat. Voilà. Donc, le pacte vert qui est mis sur la table en décembre 2019, il est dans ce contexte-là. Cette direction, elle est, on va dire, globalement confirmée par les leaders européens, par la Commission, avec la neutralité climat à l'horizon 2050, y compris dans la tourmente Covid. Donc là, on a l'accord de juillet, Next Gen EU, MFF, hein, donc le cadre financier pluriannuel. Et puis, en gros, on a passé, on va dire, le dernier quart de 2020 à se mettre d'accord sur le rythme qu'on voulait suivre pour atteindre la neutralité climat, de nouveau sur la base d'une proposition de Madame von der Leyen. Voilà. Donc là, on arrive à la phase où on est à peu près d'accord sur la direction, on est à peu près d'accord sur le rythme, et puis maintenant, il faut mettre tout ça concrètement en musique avec les travaux pratiques du paquet Fit for 55. Donc, on a Madame von der Leyen qui a à peu près, enfin, qui est en gros le visage de cette ambition, qui a la manœuvre, qui prend des initiatives, mais évidemment, elle doit emmener avec elle les États membres, le Parlement européen. Donc, il y a une dynamique politique qui se met en place autour d'elle jusqu'en, on va dire, en gros, jusqu'en 2020, et on va revenir bien plus en détail sur ces éléments-là après avec Neil et Thomas. Vous avez en gros un cœur d'État, une grosse douzaine d'États, on va les appeler la coalition des progressistes, autour d'un noyau de champions qui sont essentiellement scandinaves et qui poussent pour une union ambitieuse sur les sujets climat-environnement. Vous avez une présidence allemande qui est assez déterminée à explorer les marges de manœuvre procédurales dont elle dispose pour rallier les capitales européennes derrière une ambition forte.
Vous avez un groupe de pays qui est un petit peu plus réticent dans ce mouvement. C'est un pays qui pose des conditions, qui veut des garanties, qui veut savoir comment ça va se traduire tout ça financièrement, quel est l'accompagnement, etc. C'est quand même un groupe de pays qui a fait le chemin en 2019 et en 2020. Et ici, c'est peut-être l'occasion de se dire, mais prenons un peu de recul par rapport à ce récit qu'on entend beaucoup sur les divisions Est-Ouest. Est-ce que cette image-là, elle résiste vraiment à l'analyse? Si on regarde un petit peu dans la coalition des progressistes, vous avez des États baltes qui signent les lettres avec nos amis nordiques. Dans les pays qui défendent des technologies pas très propres, vous allez retrouver la Grèce. Dans des pays qu'on voit traditionnellement comme bloquants au niveau européen, il y a quand même un soutien populaire pour l'action climatique. Donc ce récit là, des divisions Est-Ouest, qui est par ailleurs largement instrumentalisé par la Pologne, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu nuancer. Effectivement, le cas polonais, il est relativement complexe. Donc ça, c'est très, très, très grosso modo la dynamique politique des capitales autour de von der Leyen en 2020. Bon, en 2021, on va avoir un système de coalition différent. On rentre dans une phase où la donne va être vraiment complexifiée parce qu'on arrive vraiment dans le dur. Et ça va probablement avoir l'effet de fragmenter ou de recomposer les coalitions existantes à un moment où, par ailleurs, on va se trouver dans une désynchronisation des cycles électoraux et politiques en France et en Allemagne. Donc ça, c'est petit tour très rapide côté Conseil. Côté Parlement européen, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ce Parlement qui a été élu sur une vague verte, qui est globalement, on va dire, plus vert que les autres institutions. En même temps, on ne peut pas se dire que c'est un appui politique d'une solidité à toute épreuve sur les enjeux climat et environnement. Il y a quand même une dynamique grande coalition qui est à l'œuvre et qui aboutit par définition à des compromis, y compris en matière environnementale. Sur les points où il y a une ambition qui est très, très, très visible, comme la cible 2030, le consensus politique, il est quand même assez fragile, quoi. Et ce consensus, il est encore, on va dire, fragilisé davantage par le contexte socio-économique. Je vous ai mis une citation, c'est en anglais, de notre ami Manfred Weber, donc le leader du PPE. Donc ça, c'est la droite européenne. Vous voyez bien la hiérarchisation qui est faite entre, on va dire, les enjeux économiques et les enjeux climatiques, même si nous, on pense qu'il ne faut pas opposer les deux, mais ça vous donne une image de l'espace mental dans lequel la droite européenne se trouve aujourd'hui. Puis le paquet Fit for 55 là, qui arrive en juin, pendant toute la phase de préparation, le PE il va un petit peu moins peser, il va revenir dans le jeu institutionnel, mais ce sera surtout au second semestre. Au premier, ce PE c'est pas nécessairement une carte que la Commission pourra beaucoup jouer. Si on fait un petit point, mais vraiment un aperçu très 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 global de l'état du débat politique autour de Fit for 55 aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Imaginez, c'est un peu comme si on avait décidé qu'on partait tous ensemble en vacances, en camping-car à Copenhague, et on a décidé qu'on voulait y être dans 2 semaines. Okay, on s'est mis d'accord sur la destination, on s'est mis d'accord sur le temps que ça va nous prendre pour atteindre cette destination. On s'est même mis d'accord sur le fait qu'on allait sans doute devoir rouler un petit peu plus vite au début du trajet pour être sûr d'arriver à temps, parce qu'on pense qu'à la fin, la pente va être un peu plus raide. Mais en même temps, il y a plein de choses qu'on n'a pas tranchées. On n'a pas choisi notre itinéraire, puis on n'a pas choisi qui allait payer les sandwichs, et qui allait payer le péage, et qui allait payer l'essence. Voilà. C'est à peu près là où on en est dans le débat européen, et c'est à peu près ça, les questions que Fit for 55, il va devoir trancher. Et on va y revenir bien plus en détail avec Neil et Thomas. Alors, une petite dernière balise sur l'état du débat politique européen. Alors, si vous êtes sur Ursula von der Leyen, vous scannez l'horizon. 11 début 2021 pour vous demander mais où sont mes alliés, quels sont le type d'obstacles que je vais rencontrer. En plus de cette petite histoire de vaccination, qu'est-ce que vous voyez? Du côté des choses qui vont vous aider, vous avez un partenaire américain qui est d'accord pour rejouer au foot avec vous en matière climat. Donc ça, on va revenir sur l'enjeu international. Vous avez des développements dans l'économie réelle qui sont intéressants. Vous avez un rôle des investisseurs. Vous avez dû voir ça quand vous avez, par exemple, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde qui présente un plan de lutte contre le changement climatique et qui incite les entreprises à élaborer des plans explicites
sur la façon dont leurs activités survivront alors que l'économie mondiale s'efforce d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, c'est le genre de choses qui vont se remarquer. Vous avez beaucoup d'activisme à l'échelon de la gouvernance subnationale, donc les villes, les régions, on voit des engagements qui sont pris à ces niveaux-là. Le soutien de l'opinion publique, que nous on prend jamais pour acquis, mais qui pour l'instant va plutôt dans le sens d'une action ambitieuse en matière de climat. L'impact médiatique d'événements, comme les forêts, comme les feux de forêt en Australie, pour en prendre un exemple, mais on en a quasiment tous les mois, des événements comme ça. Et puis, il y a aussi des voix progressistes dans la communauté des affaires. Je vous assure que ça existe et qu'elles s'expriment et qu'elles portent à Bruxelles. Du côté des choses qui vont pas aider Ursula von der Leyen pour son paquet Fit for 55, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quand même une voix des acteurs de l'énergie fossile qui reste forte et qui s'organise. En tout cas, nous, on voit à Bruxelles, notamment l'industrie du gaz qui se met en ordre de bataille. Bon, un contexte économique et social qui va être compliqué. On va avoir des discussions difficiles sur la croissance des inégalités, je pense, en 2021, et ça va rester avec nous pendant encore des années. Covid-19, alors on pourrait s'en parler longtemps, mais juste à un micro-niveau bruxellois, ça a aussi un impact sur la capacité de l'instance clé qu'est le Conseil européen de prendre des décisions. Parce que cette instance, en fait, donc ça c'est les leaders européens, les Macron, les Merkel quand ils se retrouvent, on ne sait pas faire des décisions au sein de cette instance par Zoom, ça ne marche pas, on ne sait pas le faire. Donc il faut qu'ils puissent se rencontrer et ça il faut que le contexte sanitaire le permette. Et puis, vous le savez certainement, l'espace démocratique dans certains pays européens se réduit. Et ça, évidemment, ça peut fragiliser les acteurs de la société civile qui militent pour plus d'ambition climatique. Et je m'arrête là pour céder la place à mes collègues. Merci beaucoup, Lucie. Donc là, maintenant, on va rentrer un peu dans le dur des outils de politique publique dont l'Union européenne dispose pour atteindre ses différents objectifs et notamment, du coup, l'objectif de neutralité climat d'ici 2050. Classiquement, ce que vous allez voir sur la prochaine diapo, vous allez voir en fait classiquement le type d'outils dont l'Union européenne dispose et vous allez voir en fait une grande proximité avec le type d'outils dont un État, comme l'État français, mais aussi d'autres formes d'autorité publique, comme des collectivités locales, peuvent disposer. Donc ces trois outils-là, c'est les outils classiques de l'action de la puissance publique, la réglementation, des outils d'appui où on organise des coopérations entre acteurs publics et privés, et enfin, bien évidemment, le financement, qui est toujours un outil important. Là, je veux juste appuyer sur deux éléments liés à la spécificité de l'action de l'Union européenne par rapport à l'action, par exemple, de l'État français, mais aussi de la Confédération helvétique ou de l'État fédéral belge, puisque voilà, on retrouve un peu les mêmes différences. Au niveau européen, la grande valeur ajoutée de l'Union européenne par rapport aux seules actions au niveau national, au niveau régional, c'est la réglementation. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est, comme on le dit souvent, un marché de 450 millions de consommateurs. Pour le dire autrement, l'Union européenne, aujourd'hui, c'est à peu près 20% de l'économie mondiale. Donc, on est sur quelque chose de très, très important. Et lorsque, du coup, cet outil réglementaire est utilisé au niveau européen, ça a un effet d'entraînement majeur, pas simplement sur l'économie européenne, mais même, en fait, sur l'économie mondiale. Et ça, on l'a vu notamment avec une réglementation européenne très importante, qui est la réglementation sur les standards de CO2 pour les véhicules, et notamment les voitures. Et c'est cette réglementation européenne, qui s'est fait d'ailleurs en parallèle de réglementation en Chine, qui est vraiment le facteur explicatif derrière, disons, le mouvement vers le véhicule électrique qu'on voit aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, par exemple, le fait que les véhicules électriques représentent en France quasiment 10% du marché, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. Ça, c'est suite à, bien évidemment, de l'innovation venant du secteur privé. Mais cette innovation-là, en fait, elle n'est pas née, si je puis dire, d'une volonté, disons, endogène, mais en fait, dans la réaction de ces entreprises, comme Renault en France et d'autres ailleurs,
la réaction de ces entreprises à ces réglementations chinoises et européennes sur le standard sur les véhicules, enfin, du coup, de la réglementation sur les véhicules et qui du coup s'est traduit par une réaction des constructeurs automobiles en faisant le choix de développer des véhicules électriques. Le deuxième point, c'est un outil qui est un outil très nouveau pour l'Union européenne. Donc, dans le jargon européen, moi j'appelle ça voilà, outil d'appui. Pour le dire dans un contexte français, on appellerait ça en fait simplement la politique industrielle. Et ce voilà de politique industrielle qui était tabou encore en Europe il y a 5 ans, maintenant en fait est devenu voilà, un outil normal pour l'Union européenne, un outil d'action de l'Union européenne. Ça se traduit par des stratégies très macro, comme la stratégie industrielle européenne qui va être révisée là d'ici le mois de mars, donc qui sera discutée au Conseil européen du 25 mars. Mais ça se traduit aussi par des choses très précises sur des secteurs précis, vitaux pour la transition écologique. Un de ces secteurs, le premier en fait sur lequel l'Union européenne a vraiment agi, c'est l'Alliance européenne pour les batteries, où en 2016-2017, la Commission européenne et son vice-président de nationalité slovaque, Maroš Šefčovič, regardent le secteur des batteries, voient qu'on est très très dépendant des importations chinoises de batteries, qu'en plus ces batteries chinoises sont faites de manière environnementalement contestable. Et là, la Commission européenne prend un leadership politique pour créer cette alliance européenne pour les batteries. Elle le fait avec les entreprises sur toute la chaîne de valeur de la batterie. Donc, ça va de l'extraction de lithium au Portugal, donc on est sur de l'industrie minière, jusqu'à, in fine, le recyclage des batteries, parce qu'évidemment, ces batteries, on veut les recycler de manière à pouvoir réutiliser ces matériaux. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau en termes d'action de l'Union européenne et qui entraîne des actions nationales. Donc, quand vous avez lu les discours de Bruno Le Maire en France ou de Peter Altmaier en Allemagne célébrant l'action française ou l'action allemande sur les batteries, voilà, on est sur un phénomène classique où en fait les décideurs politiques nationaux récupèrent les lauriers d'une action européenne. On voit ça sur Airbus, on voit ça sur les batteries, c'est de bonne guerre politique. Et enfin, le dernier point, c'est le financement européen, où là, l'idée, c'est vraiment que l'Union européenne agisse là où elle a la plus grande valeur ajoutée. Et là, pour être très, très clair, hein, les recherches que moi, je mène sur les enjeux de recherche et d'innovation dans le secteur de l'énergie montrent que les États, en fait, se désengagent de la recherche et de l'innovation dans le secteur de l'énergie. Donc, au fur et à mesure que la France, l'Allemagne et d'autres font des grandes promesses pour 2050, ces mêmes États décident, en fait, de baisser les budgets de recherche et d'innovation dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du véhicule propre, etc. L'Union européenne, elle agit pour essayer de combler cet écart. Elle le fait partiellement et c'est très important si on veut avoir une chance si on veut garder une chance d'atteindre la neutralité climat. Donc voilà, donc maintenant en fait cette boîte à outils de l'Europe de l'énergie en fait elle est extrêmement complète et je vous le dis à titre illustratif, la politique européenne de l'énergie elle est beaucoup plus fédérale que la politique américaine, états-unienne de l'énergie. Donc pour le dire autrement, c'est beaucoup plus simple pour Ursula von der Leyen de faire le Green Deal que pour Joe Biden, puisque Joe Biden en fait doit créer ex nihilo au niveau fédéral beaucoup d'outils qui n'existent pas aux États-Unis, alors que ces outils existent en Europe. Sur la prochaine diapo, vous verrez du coup un panorama, une photographie de ces outils. La diapo, hein, vous l'aurez, vous pourrez regarder en détail. Là, vous retrouvez un peu les 3 types d'outils de politique publique que je vous ai mentionnés. Donc en bleu, là, tout ce qui est volet réglementaire, législatif. En orange, tout ce qui est les outils d'appui, y compris de politique industrielle, mais aussi sur d'autres enjeux, hein, comme l'Observatoire européen sur la précarité énergétique. Et enfin, en gris, les outils financiers. Et ce que vous voyez en regardant la colonne tout à gauche, c'est qu'en fait, cette politique-là, elle s'attaque à tous les enjeux de la transition énergétique, efficacité énergétique, renouvelable, mobilité, innovation, intégration du marché, sécurité d'approvisionnement, justice sociale, prix du carbone, gouvernance et finances vertes. Donc, on a vraiment une couverture complète de tous ces outils-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien prendre cette diapo-là, de la mettre quelque part que vous pourrez, ils ont un endroit facilement accessible pour vous, parce qu'en fait, tous les ateliers que vous allez avoir vont vous permettre de rentrer dans le détail de chacun de ces outils de politique publique.
Et donc tous ces outils réglementaires, hein, ils s'inscrivent dans une architecture climatique européenne dont Neil va vous parler maintenant. Oui, merci beaucoup Thomas. Alors justement là, on va rentrer dans vraiment une négociation qui s'annonce très difficile en 2021. Donc vous l'avez compris, on s'est fixé, enfin vous aviez l'impression peut-être qu'on avait fini les grandes négociations qui durent toute la nuit sur le climat à l'échelle européenne. Or en 2021, en fait, on va vraiment rentrer probablement dans le dur parce qu'on s'est fixé cet objectif d'au moins 55% à l'échelle européenne qui est contraignant, mais seulement à l'échelle européenne. Maintenant, toute la bataille politique qui va avoir lieu en 2021, c'est comment on décline cet objectif de 55% à l'échelle des États, comment les États se répartissent l'effort des 55% et à l'échelle des secteurs. Et ça, c'est un vrai sujet explosif car enfin, ça a été montré au Conseil européen de décembre. Le Premier ministre polonais a notamment bloqué les négociations jusqu'au bout de la nuit parce qu'il n'avait pas de visibilité sur cette question de la répartition de l'effort entre les États membres. Et aujourd'hui, c'est à la Commission européenne en fait, de trouver un équilibre entre faire contribuer plus l'Europe centrale et orientale, qui en fait jusqu'à présent a relativement peu baissé ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au reste de l'Union européenne et qui, par ailleurs, a un mix électrique principalement tourné vers les énergies fossiles comme le charbon, par exemple, ou alors faire contribuer plus les pays qui ont les moyens financiers de contribuer plus, et au premier rang desquels l'Allemagne, la France, qui pourraient aller beaucoup plus loin dans un certain nombre de secteurs. Donc voilà, tout l'enjeu va se faire entre comment on arrive à équilibrer la contribution de ces différents pays à l'objectif de 55%. Ce qui est très important d'avoir en tête quand on parle de répartition de l'effort des 55%, c'est d'avoir en tête cette architecture climatique européenne que je vous ai représentée en schéma, en tout cas que j'ai essayé de vous représenter en schéma ici, avec d'un côté un pilier de cette architecture qui est le marché carbone européen qui couvre les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie et de l'énergie. Et de l'autre côté, pour tous les autres secteurs, donc transport, bâtiment, agriculture et déchets, l'Union européenne attribue des objectifs nationaux qui sont contraignants et donc qui poussent les États membres à mener des politiques nationales dans ces domaines. Et s'ils n'atteignent pas ces objectifs nationaux, ils peuvent se retrouver devant la Cour de justice de l'Union européenne et potentiellement payer des amendes qui sont très élevées. Ça a failli être le cas pour l'Allemagne en 2020 parce qu'elle était très en retard sur son objectif national contraignant fixé à l'échelle européenne. Mais avec la crise de la Covid-19, finalement, elle a rattrapé cet objectif. Donc, enfin, voilà, grâce ou à cause de la crise de la Covid-19, en tout cas, l'Allemagne ne sera pas devant la Cour de justice de l'Union européenne, mais en tout cas, ces objectifs nationaux, c'est un vrai levier pour pousser les États membres à agir sur le climat. Et en dessous, vous avez du coup la boîte à outils que mentionnait Thomas juste avant, c'est-à-dire toutes les réglementations, les outils financiers, les alliances européennes qui peuvent permettre d'aider, qui donnent un coup de pouce véritable aux États et au secteur du marché carbone pour décarboner l'économie. Il faut savoir que cette architecture climatique européenne, maintenant qu'on est à 55%, elle va devoir être modifiée significativement parce qu'on va devoir augmenter l'ambition. Et la Commission européenne a développé plusieurs options qu'elle va devoir trancher. Et c'est justement là où on va rentrer un peu dans le vif du sujet, où le débat va être vraiment explosif. Donc, je veux bien que tu passes à la prochaine slide, s'il te plaît, Lucie. Merci beaucoup. Donc, comment on modifie cette architecture climatique? Tout d'abord, on peut conserver l'architecture actuelle, c'est-à-dire les deux piliers, objectifs nationaux et marché carbone européen, mais simplement en augmenter l'ambition. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit 30% de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour les objectifs nationaux, eh ben, on va passer à 47% pour les objectifs nationaux, ce qui signifie qu'un certain nombre de pays européens vont voir leurs objectifs nationaux augmenter très significativement. Par exemple, la France, qui a un objectif qui est autour de 37%, va devoir passer à environ 53-55%. Donc, vous imaginez que dans le débat actuel sur la loi sur la Convention citoyenne pour le climat, où le gouvernement peine à proposer des mesures qui atteignent les 40% actuels, eh ben, on est en train de lui dire qu'à l'avenir, en fait, cet objectif de 40% est déjà obsolète parce qu'il va devoir viser un objectif de 53 à 55%, ce qui signifie que la marche est nettement supérieure et qu'il va falloir aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus volontariste et beaucoup plus ambitieuse sur les mesures à mener. Donc, quelque part, pour des pays comme la France ou comme l'Allemagne, c'est une augmentation qui est assez significative de leurs objectifs nationaux. Dans la prochaine slide, vous allez voir justement la répartition de cet effort. Vous avez sur ce graphe de l'Eco-Institute en violet les anciens objectifs nationaux qui étaient attribués sous l'ancien objectif de moins 40% à l'échelle européenne, et en bleu, les nouveaux objectifs potentiels
qui pourrait advenir avec les 55%. Et on voit que la marche est quand même assez importante pour des pays comme la France et l'Allemagne, mais aussi pour des pays d'Europe centrale et orientale qui, jusqu'à présent, avaient des objectifs assez faibles, mais qui vont devoir augmenter ces objectifs significativement. Et c'est le cas notamment de la Bulgarie qui avait un objectif même nul de réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui maintenant va devoir nettement baisser ses émissions de gaz à effet de serre entre 20 et 30%. Donc ça, c'est l'option numéro 1, c'est on garde la même architecture, mais on augmente l'ambition. Et sans surprise, bien entendu, les États européens ne veulent pas de ça parce que globalement, c'est un effort qui est très important, qui nécessite d'aller beaucoup plus loin sur les politiques nationales. Et donc, ce n'est pas une solution qui est vraiment retenue par les États européens, sauf certains qui sont en avance, comme les Danois, les Autrichiens ou les Finlandais, qui s'accommoderaient pas mal de cette solution. Mais globalement, c'est plutôt une solution qui ne plaît pas aux États européens. J'entends un téléphone qui sonne derrière. Je ne sais pas si quelqu'un peut prendre son micro. Dans la prochaine slide, on va voir une seconde option justement qui est avancée cette fois-ci par la France, vraiment une option française, qui est de dire on va limiter au maximum l'augmentation des objectifs nationaux. Par contre, on va placer tout l'effort des 55% sur le marché carbone européen, c'est-à-dire pour baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie et de l'énergie. Et ça, c'est une solution un peu facile avancée par la France parce que globalement, la France est un pays qui a connu une désindustrialisation très forte ces dernières années et qui a un mix électrique qui repose principalement sur le nucléaire. Et donc, finalement, c'est assez indolore de vouloir augmenter l'ambition du marché carbone européen pour elle parce que le prix du CO2 s'applique très peu à la France. Par contre, ça repousse l'effort des 55% sur des pays qui sont largement dépendants du charbon ou qui ont une industrie très forte. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Pologne, de la Tchéquie, de l'Italie, qui en gros vont devoir prendre une part beaucoup plus importante dans le secteur de l'industrie et de l'énergie à cet objectif de 55%. Donc on peut imaginer que cette proposition française, qui est l'option numéro 2 sur la table en ce moment, eh ben, elles connaissent un peu une levée de bouclier assez importante de la part de beaucoup de pays européens parce que globalement, c'est un peu repousser l'effort sur les autres et ne pas faire le travail au niveau domestique. Ça, c'est l'option numéro 2 qui est quand même avancée et qui est quand même dans les circuits et avancée par la Commission européenne. Et ensuite, il y a l'option numéro 3, donc dans la prochaine slide, si on y arrive. Ouais, super. Qui est une proposition, cette fois-ci, allemande, qui vise à dire on va complètement changer l'architecture climatique européenne en passant tous les secteurs sur le marché carbone européen. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il n'y ait que l'industrie et l'énergie, cette fois-ci, on inclut également le transport routier, le bâtiment dans le marché carbone européen, et c'est le prix du CO2 qui va inciter fortement la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans ces secteurs. C'est-à-dire qu'un consommateur qui remplit son réservoir de sa voiture devra payer le prix du CO2 du marché carbone européen. Et in fine, si le prix est très élevé, eh ben, il va devoir changer de véhicule pour un véhicule électrique. C'est un peu, en caricaturant, le principe de ce marché carbone européen, enfin de l'idée de tout mettre sous le marché carbone européen, c'est que le prix du CO2, en gros, nous conduise à décarboner complètement l'économie. C'est un principe qui est un peu illusoire parce qu'on sait que le prix du CO2 tout seul n'est pas une solution pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais en tout cas, c'est une solution qui est avancée par un certain nombre d'acteurs, et notamment les Allemands. Pourquoi? Parce qu'au niveau national, ils ont déjà mis en place un marché carbone national sur le transport et le bâtiment parce qu'ils ne voulaient pas appeler ça une taxe carbone. Et donc, ils ont préféré appeler ça un marché carbone, ce qui est beaucoup moins virulent pour l'opinion publique. Mais on peut imaginer, du coup, dans cette configuration, que si le marché carbone absorbe tous les secteurs, qu'on n'ait plus besoin finalement d'objectifs nationaux contraignants et donc plus besoin de politique nationale sur le transport, le bâtiment, et donc plus besoin de rénover les bâtiments, de déployer les véhicules électriques, etc. Et donc on a finalement une tendance à déresponsabiliser grandement les États membres dans cette solution, qui est quand même une solution qui est sérieusement envisagée par la Commission européenne à ce stade, ou en tout cas, enfin, voilà, ça fait partie des options qui sont vraiment à l'étude en ce moment. Et donc, ouais, justement, on peut passer à l'autre slide, voilà. Donc là, vous voyez un peu le champ de toutes les solutions, de toutes les options qui sont envisagées pour réformer cette architecture climatique qui va créer énormément de remous entre les États membres. Donc tout à gauche, on reste sur le même système avec les objectifs nationaux plus le marché carbone, mais on en rehausse l'ambition, jusqu'à tout à droite où on a une approche qui est tout intégrée au marché carbone européen, mais où on a une vraie déresponsabilisation des États membres dans l'atteinte de l'objectif d'au moins 55%. Et enfin, dans la dernière slide, justement, c'est pour vous parler un peu de politique, ce qui va arriver dans les prochaines étapes.
on sait que c'est un débat qui est explosif. Les chefs d'État et de gouvernement se sont promis de revenir sur cette question-là lors d'un sommet avant la proposition de la Commission européenne, justement pour donner des lignes directrices, pour donner une direction. Donc, on attend un sommet qui devrait avoir lieu entre le mois de mars et le mois de juin sur cette question-là, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait un vrai débat très difficile entre les États membres parce qu'aucun ne veut prendre en charge véritablement les 55%. Donc, la solution de facilité serait de tout mettre sur le marché carbone européen pour voir finalement la suppression des objectifs nationaux. Mais il y a aussi des risques sociaux et économiques derrière ça, donc ça n'est pas une solution de facilité non plus. Et ça sera à la Commission européenne ensuite de trouver un équilibre entre les positions pour que la réforme de cette architecture climatique européenne puisse convenir à tout le monde et qu'on puisse atteindre les 55% à la fin. Un dernier point, il ne faut pas sous-estimer le rôle du Parlement européen qui, pour le moment, est assez silencieux sur cette question, mais qui va avoir son mot à dire au moment de la proposition de la Commission européenne parce qu'il est co-législateur, il représente 50% de la décision européenne et donc il aura son mot à dire à ce moment-là pour peser dans ce débat-là. Donc c'est en effet une guerre entre les États, enfin une bataille entre les États très forte, mais le Parlement européen va également peser à un moment donné dans ce débat. Et j'arrête là pour cette question de l'architecture. Merci Neil pour cette présentation. Je crois qu'on va repasser la parole à Lucie qui va nous parler un petit peu des enjeux de relance de l'économie européenne via les différents mécanismes qui ont été adoptés l'année passée plutôt, cette relance qui serait un peu plus verte que ce qu'on a pu connaître sous les gouvernances de Juncker et de Barroso, si j'ai bien compris. Oui, bah alors bon, pour faire vraiment simple et juste mettre quelques éléments, quelques paramètres du débat ici entre nous. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que l'ambition climatique européenne, dont on a retracé un petit peu ce cheminement-là, cette ambition, elle aurait pu vraiment, mais complètement se fracasser sur le mur de la Covid-19. Et à la place, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une Europe qui, bon an, mal an, a confirmé son cap climatique, avec même des moyens sans précédent. Donc, on a une force de frappe budgétaire, on en a parlé, qui va être mobilisée pour appuyer, pour accompagner la transition verte. Alors, on a quand même le budget pluriannuel européen. Donc là, il y a quand même il y a de la force de frappe, hein, avec 30% de dépenses pour le climat. Et puis, RRF, la facilité pour la reprise et la résilience. Donc pareil, on est quand même sur des montants importants, dont 37% qui sont alloués à la transition verte. L'enjeu, allez, je vais le résumer assez simplement, c'est juste de pas louper le coche, hein, avec cet appui-là. Hein. Cet appui, c'est une opportunité unique pour les économies européennes. Donc c'est pas juste, si vous voulez, un paquet de stimulus budgétaire, quoi. C'est pas juste un gros shot d'adrénaline en intraveineuse pour des économies qui souffrent dans la pandémie. C'est une chance unique d'accélérer les redéploiements au sein de nos économies. Donc, on a ces instruments européens, on a leurs pendants opérationnels nationaux qui sont les plans de relance des États membres. On aura celui de la France à un moment, qui vont, en gros, mais refaçonner l'économie de la prochaine décennie. Ce sont des choix qui sont importants à faire maintenant. Si on fait ça bien, c'est un pas pour l'Europe vers la sécurité climatique. Et puis, si on rate ce tournant, on va se retrouver à financer les mauvaises infrastructures, les mauvais secteurs, les mauvaises technologies pour la prochaine décennie. Et on va se retrouver avec la mauvaise économie pour une décennie de plus. Et donc, du coup, Lucie dit qu'on va se retrouver avec la mauvaise économie. Elle parle évidemment du point de vue climat, mais c'est aussi vrai, en fait, du point de vue tout simplement de la compétitivité économique. Et ça, pourquoi? C'est parce que la donne a vraiment changé à la fin de l'année 2020 et beaucoup de décideurs, dont l'actuel ministre de l'économie en France, mais beaucoup d'autres, malheureusement, n'ont pas encore saisi l'ampleur du changement qui a eu lieu à la fin 2020. Alors, quel a été ce changement? Le changement, en fait, il est lié au fait qu'il y a quelques années, il n'y avait aucun pays important dans le monde qui visait la neutralité climat. Le seul pays à ma connaissance, c'était le Bhoutan, un petit pays montagneux dans l'Himalaya, pris en sandwich entre la Chine et l'Inde. Donc, si vous voulez, économiquement, c'était presque négligeable.
En 2019, les Européens, à la fois l'Union européenne, mais aussi la Suisse et la Grande-Bretagne, se sont engagés à atteindre la neutralité climat d'ici 2050. Et ça, en fait, ça a été, disons, le début d'un processus qui a amené d'autres États, disons, assez petits, hein, comme la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Afrique du Sud, à rejoindre ce club-là. Et la grande annonce qui a pris tout le monde par surprise, c'est l'annonce du président chinois Xi Jinping en septembre 2020. Et il est aux Nations Unies, et à la surprise de tout le monde, y compris la surprise des Chinois, il annonce que la Chine vise la neutralité carbone d'ici 2060 et que ça devient le nouvel objectif de la Chine. Et derrière ça, il y a un objectif climatique, bien évidemment, mais il y a aussi un objectif économique, puisque la Chine est très très bien placée sur plein de secteurs essentiels à l'atteinte de la neutralité climat, et un objectif aussi sécuritaire pour débarrasser la Chine de cette épée de Damoclès qui pèse sur son avenir, qui est sa dépendance au pétrole, aux importations de pétrole, qui peut être interrompue, disons, les importations de pétrole chinoises peuvent être interrompues par les États-Unis en cas de conflit, notamment en mer de Chine. Donc la Chine fait cette annonce-là, qui prend tout le monde par surprise. Et après, début novembre, on a l'élection aux États-Unis de Joe Biden, et entre-temps, des annonces de neutralité climat, d'autres économies importantes dans le monde, comme la Corée du Sud et le Japon. Donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et il faut vraiment qu'on la regarde en face, c'est que maintenant, on a 75% de l'économie mondiale qui vise la neutralité carbone ou neutralité climat d'ici 2050-2060. Et ça change tout, évidemment d'un point de vue climatique, on va y revenir, mais aussi d'un point de vue économique. Et j'ai envie de dire d'abord d'un point de vue économique. Moi, par exemple, dans le cadre de mes discussions, donc j'ai pas mal parlé avec des journalistes du journal Les Échos, qui sont très intéressés par ça. Ils ont d'ailleurs repris l'infographie qu'on a fait et que vous voyez là. Moi, je vous encourage du coup aussi à parler avec vos collègues en charge des pages économie pour voir s'ils ont réalisé déjà cette chose-là. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue économique? Ça change deux choses, au moins. Premièrement, ça multiplie par un facteur 2 à un facteur 5 la croissance des marchés qui sont déjà les marchés en croissance de l'énergie verte. Donc, tout ce qui est renouvelable, efficacité énergétique, véhicules électriques. Et ça crée presque ex nihilo des marchés qui n'existaient pas il y a encore un an et qui en fait, sont appelés à devenir des marchés extrêmement importants, qui sont les marchés du ciment vert, de l'acier vert. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous voulez atteindre la neutralité climat, il faut trouver une manière de produire du ciment, de l'acier, de l'aluminium, en émettant très peu de gaz à effet de serre, voire même en fait en faisant des produits carbonégatifs, c'est le terme technique. Donc par exemple des parpaings qui sont faits à base de ciment, qui captent plus de CO2 que n'en ont été émis dans le processus de production. Donc ça, c'est des choses qui, pour l'instant, au niveau économique, sont des marchés de niche et anecdotiques, mais qui sont appelés du coup à devenir en fait l'intégralité des marchés du ciment, de l'acier, de l'aluminium dans les 20 à 30 ans à venir. Et si vous voulez faire ça, il faut agir maintenant, hein, parce que globalement, si vous voulez être capable de produire massivement de l'acier vert, par exemple, en 2050, la R&D, faut l'avoir fait dans les années 2010. Le déploiement, il faut le faire dans les années 2020, de manière à ce que vous puissiez construire suffisamment d'usines capables de produire ce type de produit-là dans la décennie 2040 et la décennie 2050. Donc ça, c'est le grand changement qui a eu lieu au niveau de l'économie mondiale à la fin de l'année 2020. Pour nous, Européens, il y a aussi d'autres évolutions qu'on voit sur la prochaine diapo, qui est en fait qu'on a une coopération économique et écologique, si je puis dire, renforcée avec les deux plus grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine. Donc avec les États-Unis, après l'élection de Joe Biden, l'Union européenne a proposé aux États-Unis de créer ce qu'ils appellent la Green Tech Alliance, donc l'alliance euro-américaine pour les technologies vertes. Pour l'instant, c'est qu'un slogan, mais c'est un slogan qui est en train d'être rempli, si je puis dire, à très haut niveau politique. Hein. Ça se décide au côté européen, ça se décide au niveau du cabinet de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et avec la Chine, l'Union européenne et la Chine viennent de signer un accord sur l'investissement qui est le fruit de 7 ans de négociations
entre l'Union européenne et la Chine. Cet accord va faciliter les investissements chinois en Europe et européens en Chine. C'est un accord de réciprocité et qui contient une clause particulière, l'article 6, qui parle des investissements pour toutes les solutions vertes. Donc ça va des services de recyclage jusqu'à la production d'énergie renouvelable. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que lorsque la Chine mettra l'intégralité de sa puissance économique derrière l'objectif de neutralité carbone en 2060, ça, à ce moment-là, ça arrivera en Chine, vu les lenteurs de la bureaucratie chinoise, ça arrivera en Chine surtout à partir, on va dire, de 2024 pour les plus optimistes, 2026 pour les plus réalistes. Et à ce moment-là, on aura a priori cet accord euro-chinois qui permettra aux Européens d'investir facilement en Chine. Donc il y a vraiment une carte à jouer pour le dire comme ça, hein, pour que, on va dire, les Microsoft, les Amazon, les Facebook, les Alibaba, les Baidu de la transition écologique soient des entreprises européennes qui se développent maintenant, tout de suite, en Europe, parce qu'on a les bonnes politiques, on a le bon soutien économique, on a les bonnes réglementations à court terme et à long terme. Et parce que ces entreprises-là vont être capables de se développer en Europe dans les prochaines années, elles vont acquérir des compétences, gagner en productivité, montrer aussi la faisabilité de l'offre de business qu'elles proposent. Et donc, du coup, elles pourront se déployer aux États-Unis, en Chine et dans le reste du monde dans les années à venir, au fur et à mesure que les décideurs chinois et états-uniens et japonais et canadiens et sud-coréens mettront en place les politiques publiques qui permettront à leur pays d'atteindre eux aussi la neutralité climat en 30 à 40 ans selon les cas. Et donc là, les prochaines échéances au niveau international, c'est le G20, bien évidemment, où là, il y a un enjeu majeur et nous, Européens, on est bien placés cette année parce que le G20 est sous présidence italienne. Donc j'ai bon espoir que le G20 puisse produire des déclarations ambitieuses sur l'enjeu climatique. Et ces déclarations-là seront importantes pour, disons, donner de la couverture politique, du soutien politique aux actions nationales. Et enfin, bien évidemment, le grand moment de l'année 2021 en matière de diplomatie climat, comme vous le savez, c'est la COP26 dont Neil va vous parler tout de suite. J'arrive, il y a mon ordinateur qui frise un peu, mais quand il sera décidé à changer de slide, Neil t'arrête le slide. Hein. D'accord. Sinon, je vais faire une manœuvre d'une grande violence, je vais arrêter le screen sharing. Normalement, il finit par se réveiller. C'est la technologie. Hein. Ok, bon, l'impression qu'il est. Pardon, je vais sortir du screen sharing et revenir, et normalement, ça suffit à débloquer la chose. J'aime pas quand je reste trop longtemps sur le même slide, mais je reviens. Je peux commencer en attendant. Parfait. Donc en effet, là c'est juste pour vous remettre aussi le contexte international parce que l'Union européenne va essayer de peser dans ce contexte international en amont de la COP 26. Il y a 72 pays qui ont déjà déposé une nouvelle contribution à l'accord de Paris donc pour 2030, dont l'Union européenne avec ses 55%. Ça représente 28% des émissions mondiales, mais il n'y a que l'Union européenne qui est vraiment un des grands émetteurs qui a déposé une contribution à la hausse. Et vous avez 83 autres pays, dont les États-Unis et la Chine, qui ont promis qu'en 2021, ils allaient déposer une nouvelle contribution avant la COP26. Et ça, c'est très important parce que la COP26, c'est justement le moment où toutes les parties de l'accord de Paris arrivent avec une ambition rehaussée à la hausse pour justement être sur la trajectoire des 2 degrés, voire des 1,5 degrés, sachant que les 1,5 degrés, c'est ce qui permet de limiter au maximum les impacts du dérèglement climatique. Dans la prochaine slide, justement, je vais vous expliquer un peu, on a ce Green Deal européen qui est un outil interne qui est très important. On l'a vu avec toutes les réformes qui vont être menées cette année en 2021, tous les débats politiques qu'il va avoir, mais c'est également une ambition internationale qui est affichée par l'Union européenne, car l'Union européenne souhaite entraîner le reste du monde, et notamment les grands émetteurs, Chine, US, Inde, bien évidemment, dans la relève de l'ambition climatique en amont de la COP26. Et pour ça, les ministres des Affaires étrangères européens, avec Joseph Borrell, qui est le haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, ont affiché leur ambition de développer cette diplomatie européenne sur le climat et de créer un volet international au Green Deal européen. Alors, c'est une ambition qui est avec des objectifs qui sont vraiment louables, notamment de vouloir entraîner les autres grands émetteurs, de quelque part pousser nos standards et normes européennes à l'échelle globale, comme ça a déjà été le cas, notamment avec les marchés carbone type
ETS qui aujourd'hui fleurissent un petit peu partout dans le monde. Mais globalement, cette ambition et ces objectifs font face également à une incohérence interne à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il reste quand même des États qui défendent leurs intérêts nationaux, et ça se voit notamment dans la diplomatie de l'énergie et du climat, enfin notamment de l'énergie, sur des projets comme les projets d'infrastructures gazières, où certains États comme l'Allemagne, quand on parle de Nord Stream 2, a souhaité vraiment la construction de ce gazoduc entre la Russie et l'Allemagne contre l'avis des Européens, notamment d'Europe centrale et orientale, et contre l'avis des Français. Il y a d'autres infrastructures gazières qui arrivent, notamment d'importation de gaz non conventionnel des États-Unis, qui créent de vraies divisions au sein de l'Union européenne. De même, il y a toujours un débat qui est permanent sur le rôle des accords de commerce et de libre-échange dans le débat climatique, sachant que certains États aimeraient que le climat soit beaucoup plus pris en compte dans la négociation d'accords de commerce. Donc, il y a encore des vraies incohérences externes de l'Union européenne pour vraiment créer ce volet international du Green Deal. Et dans la dernière slide, après, je vous promets, on arrête de parler, c'est pour vous montrer les deux outils qui potentiellement peuvent être mobilisés dans ce Green Deal européen à l'international. Le premier outil, c'est le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, ce qu'on appelle communément la taxe carbone aux frontières, qui vise en fait à appliquer un prix du CO2 à tous les produits importés, enfin principalement en tout cas à ce stade l'acier, le ciment et potentiellement l'électricité, venant de pays en fait où il n'y a pas de prix du CO2, pas de marché carbone. Donc il faut relativiser quand même le poids de cet instrument. On en entend énormément parler en France. C'est vraiment vu comme un totem politique côté français. Il se trouve que l'impact réel serait plutôt limité parce que ça concerne que certains secteurs, acier, ciment et électricité. Et par ailleurs, ça concerne des pays qui n'ont pas le prix du CO2 et donc potentiellement pas la Chine, car la Chine est en train de monter son marché carbone au niveau national et donc serait peut-être exclue de ce mécanisme d'inclusion carbone. Donc ça concernerait plutôt principalement des pays comme la Turquie, la Russie, l'Ukraine, ce qui n'est pas rien, mais il faut quand même relativiser un peu le poids de ce mécanisme d'inclusion carbone. Et puis par ailleurs, les États sont très divisés sur l'utilisation de ce mécanisme parce que certains pensent que c'est du pur protectionnisme, d'autres que c'est au contraire une protection pour le climat. Donc il y a un vrai débat interne à l'Union européenne pour la mise en place de ce mécanisme, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore acquis non plus. Et le deuxième outil qui aujourd'hui n'est pas mobilisé, mais qui le sera peut-être à l'avenir, parce qu'il y a une réforme de la stratégie commerciale de l'Union européenne, c'est les accords de commerce et d'investissement entre l'Europe et d'autres parties du monde, parce qu'aujourd'hui, les accords de commerce, comme je l'ai précisé, ne contiennent pas de clauses environnementales contraignantes. Et peut-être qu'à l'avenir, ce sera plus le cas. En tout cas, une révision de la stratégie commerciale qui commence en 2021. Donc, ça sera l'occasion peut-être d'aligner justement la stratégie commerciale européenne avec les objectifs du Green Deal. Et je crois qu'on s'arrête là et on est prêt à répondre à vos questions. On a déjà été beaucoup trop long. Merci à vous trois pour cet exposé clair, didactique et pédagogique. Je vais tout passer la parole à qui a été le premier. Est-ce que vous avez un micro ouvert ou voulez-vous Lise. Ce sera plus simple. Guetta, sur les volets transport de votre démonstration, vous évoquez le lourd, mais pas du tout les avions, qui ne seront toujours pas inclus, ou bien cela est-il uniquement des démonstrations internationales. Peut-être à Neil. Oui, je peux répondre sur l'inclusion du... Enfin, l'aviation est déjà inclue dans le marché carbone européen, mais elle est soumise à un régime de quotas gratuits, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne payent pas le prix du CO2 qu'ils émettent aujourd'hui, donc ça revient à dire qu'ils ne sont pas inclus. Et le maritime n'est toujours pas inclus, en revanche, dans le marché carbone européen, mais ça fait partie des pistes qui sont explorées sérieusement par la Commission européenne, c'est d'inclure le maritime international et l'aviation internationale dans le marché carbone européen. Mais à ce stade, ce sont des pistes voilà, qui sont sérieusement étudiées. A priori, sur le maritime et l'aviation, enfin, c'est quand même quelque chose qui pourrait apparaître dans les propositions de la Commission européenne en juin, parce que le cadre international, tout simplement, n'est pas du tout suffisant pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre de ces deux secteurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à suivre dans les prochains mois, mais a priori, ça devrait être inclus dans le marché carbone européen. Sachant que le volet international est toujours difficile à inclure, parce que, notamment pour l'aviation, parce que après les compagnies aériennes estiment qu'il y a une concurrence déloyale, notamment de compagnies du Golfe, etc. Donc, il y a une vraie question.
Et je réponds directement à la question qui suit sur l'agriculture dans le marché carbone européen. Alors, a priori, non. Ça ne fait pas partie des hypothèses, mais l'agriculture est couverte par la PAC. Et donc, en fait, dans le cadre de la PAC, eh ben, l'agriculture, notamment, serait soumise à des obligations climatiques, même si on sait que la réforme de la politique agricole commune est plus que faible sur le volet environnemental et climatique. Oui, si je peux ajouter des points sur l'aviation, parce que ça me semble un exemple très pertinent pour aussi comprendre l'enjeu politique derrière. Euh, L'idée qu'on va changer le système, enfin qu'on va dépolluer l'aviation par un prix du carbone, c'est une idée qui est profondément absurde pour une raison toute simple. Vous prenez un Paris-New York, je caricature, vous faites l'aller-retour Paris-New York pour 1 000 euros. Si jamais vous mettez un prix carbone à l'actuel, au niveau par exemple du marché européen, votre billet aller-retour, il passe de 1 000 euros à 1 060 euros. Donc l'idée, c'est que ça va changer les comportements, c'est ridicule, très clairement. Donc quand on parle prix carbone aviation, et je dis ça en tant que chercheur, c'est sérieux à partir du moment où on parle d'un prix à 1 000 euros la tonne. Si vous êtes en dessous de 1 000 euros la tonne, c'est même pas la peine d'en discuter. Et là, clairement, les conditions politiques ne sont pas du tout réunies pour ce genre de choses-là. Ça, l'Union européenne l'a compris, en tout cas l'actuelle Commission européenne l'a compris, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs initiatives qui sont lancées pour s'attaquer à ce sujet-là. Je vais en mentionner 3 rapidement. Le premier, c'est un super rapport qui a été fait par l'Agence européenne de l'aviation, qui regarde l'impact climat de l'aviation, au-delà du CO2. Et pour résumer, l'impact au climat de l'aviation, en fait, c'est 3 fois plus important que son seul impact CO2. C'est-à-dire, quand bien même vous réussiriez à avoir un avion zéro carbone, il y a quand même 60% de l'impact qui est lié en fait, à autre chose. Donc, c'est les traînées, par exemple, qui sont restées dans le ciel, l'impact aussi de certaines autres émissions qui transforment la forme des nuages, etc., etc. Deuxième élément que l'Union européenne lance de manière de plus en plus sérieuse, c'est le travail du coup sur des carburants alternatifs qui font vraiment partie de la solution. Mais le troisième élément qui moi me semble le plus intéressant, c'est l'initiative en fait sur les corridors ferroviaires européens, qui est une initiative réglementaire qui est actuellement en train d'être débattue. Et l'idée en fait, c'est de faciliter ce que font déjà certaines entreprises du ferroviaire, notamment ÖBB, qui est le SNCF autrichien, qui est du coup le fait de lancer des grands corridors ferroviaires qui sont effectivement une vraie alternative pour le coup à l'aviation. Et ça, c'est une des priorités de l'actuelle Commission européenne. Question de G2. Qu'attendez-vous du sommet organisé par les États-Unis le 22 avril prochain? Du côté contre-offensive, le secteur des énergies fossiles mise, semble-t-il, également beaucoup sur le plastique. Pour rester en piste, pouvez-vous nous en dire plus? Qui veut jouer? Peut-être commencer un tout petit peu avec le sommet US et si les collègues ont plus d'idées sur le plastique. Donc, c'est très tôt, hein, là, pour l'instant, pour avoir des attentes sur le sommet Biden. Je pense que ce qu'on attend, c'est d'abord, je pense, un rôle de leadership des États-Unis sur la question climat, puisque c'est quand même un pays qui, enfin voilà, sur les dernières années, qui a fait un gros pas de côté par rapport à cette ambition-là. Et ça, ce sommet, c'est une manière de signaler le retour des États-Unis sur les questions climatiques. Alors, c'est un retour où on va parler coopération. C'est aussi un retour, enfin voilà, qui va se traduire pour l'Europe par de la compétition. Enfin, Thomas, on a touché un petit mot. Il y a quand même derrière, il y a de la compétition pour des marchés qui sont en train de se dessiner. Il y a la question de savoir, enfin, quel est le mouvement qui vont pouvoir insuffler dans les négociations internationales en vue de la COP 26. Hein, parce que bon, l'Europe, a priori, nous, on aura fait nos engagements. On va, enfin, probablement pas arriver quelque chose de très, très, très nouveau pour COP 26, mais il y a d'autres pays qui doivent utiliser 2021 pour prendre des engagements. Et ça, c'est si vous voulez, c'est un point d'étape qui peut permettre, si vous voulez, quand vous avez un sommet, si vous voulez, il y a des États qui vont arriver et qui vont prendre des engagements en matière d'ambition climatique. Donc, il faut que ce sommet il se passe. Et là, ça peut être l'occasion pour certains pays qui n'ont pas encore mis sur la table une proposition intéressante en matière d'ambition climatique, d'arriver avec un engagement à ce moment-là. Et pour les plastiques?
Ouais, si je peux juste du coup répondre sur la contre-offensive des fossiles, de l'industrie fossile, ce qu'on voit vraiment, alors je ne sais pas pour les plastiques, mais par contre ce que l'industrie fossile et notamment le gaz fossile utilise vraiment très fortement, c'est toute la poussée sur la notion d'hydrogène. Alors aujourd'hui, on ne qualifie pas l'hydrogène, c'est-à-dire que l'industrie du gaz veut utiliser tout le narratif en disant que l'hydrogène, c'est une énergie d'avenir, etc., pour finalement continuer à investir dans le gaz fossile pour produire de l'hydrogène. En l'occurrence, de l'hydrogène, on peut également en produire avec des énergies renouvelables. Et donc, ça, c'est la solution qui est plutôt portée par les acteurs du renouvelable, mais aussi par les ONG, les organisations non gouvernementales. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une contre-offensive très forte de l'industrie gazière en ce moment en Europe, qui utilise des arguments comme l'hydrogène, notamment pour rester dans le jeu, et qui disent que le gaz fossile, notamment, est une énergie de transition. Et ça, c'est vraiment en ce moment une contre-offensive qu'on voit avec succès d'ailleurs de leur part parce qu'au Parlement européen, ils ont gagné un certain nombre de votes pour inclure le gaz, notamment dans le fonds de transition juste, qui après a été exclu plus tard. Mais en tout cas, au Parlement européen, ils ont gagné les votes des députés européens sur ce sujet-là. On voit qu'il y a une vraie offensive de l'industrie gazière en Europe pour rester à flot et dire que c'est une énergie de transition vis-à-vis du charbon parce que c'est moins polluant que le charbon. Mais il ne faut pas oublier que le gaz reste une énergie fossile fortement émettrice de gaz à effet de serre. Et voilà, je laisse peut-être Thomas conclure sur ce point. Ce discours a été longtemps tenu aussi par l'Agence internationale de l'énergie. Hein. Il n'y a pas que les fossiles qui l'ont employé, à moins que les fossiles aient contaminé la nuit, c'est possible aussi. Donc, il y a aussi une part de vérité derrière, c'est-à-dire que le fait de dire que le gaz est nécessaire à la transition, enfin, en tant que chercheur, moi, c'était le cas. La question, c'est de savoir combien de temps dure cette transition et quelle est la quantité de gaz. Voilà. Le terme qui est utilisé en anglais me semble intéressant, c'est le terme de bridge fuel, donc le pont, l'idée de bridge. Et du coup, moi, ce que je dis souvent, c'est effectivement vrai, mais le pont est petit. Voilà. C'est pas le Golden Gate, quoi. C'est un pont qui est assez court. Je pense qu'un point intéressant, c'est de voir aussi l'impact de la Covid sur les profits des industries pétrolières. C'est un bain de sang. Chaque grande major a perdu 20 milliards de dollars à peu près. Hein. C'est en 2020. Donc ça se traduit par des combats très, très, très violents qui sont en train d'avoir lieu à la tête de ces boîtes-là, avec des actionnaires, avec des décideurs qui disent, mais en fait, les mecs, votre politique depuis 5 ans, là, alors, ça dépend, la situation n'est pas pareille à Exxon et à Total, par exemple, mais par exemple, à ExxonMobil, voilà, de dire votre politique depuis 5 ans de continuer à surinvestir dans le pétrole et aussi un peu dans le gaz, c'est une stratégie qui est suicidaire économiquement. Et ça envoie, je vais juste partager rapidement avec vous, du coup, l'évolution des cours de bourse des différentes entreprises. Je ne sais pas si vous le voyez bien, du coup, là. Non. Hop, voilà. Donc ça, c'est le cours de bourse des entreprises en noir, pour le dire rapidement, c'est les entreprises de l'ancien monde, pétro-gazières. Comment est-ce que leur cours de bourse a évolué depuis 10 ans? Et en fait, vous voyez que leur cours de bourse, il a été en gros divisé par 2, par un facteur 2 à 3 depuis 10 ans. Donc en termes de performance pour un investisseur, ça, c'est de la perte sèche. Hein. Voilà. Si vous prenez les entreprises qui là sont orange, qui sont les entreprises qui sont le plus spécialisées sur le renouvelable, NextEra Energy, c'est une entreprise américaine basée en Floride. Enel, c'est une entreprise italienne. Iberdrola, c'est une entreprise espagnole. Ørsted, c'est le plus bel exemple qu'on a d'une entreprise qui venait vraiment de l'ancien monde, qui venait des plateformes pétrolières offshore. Ils sont lancés à fond dans l'éolien en mer, parce qu'il y a des compétences similaires hein, dans ces deux business-là. Vous voyez que leur performance sur les marchés financiers, bah, elle est extrêmement bonne et sans commune mesure. Donc là, il y a 2021, c'est vraiment le moment aussi où la pression maximale va s'exercer au sein des entreprises pétro-gazières pour accélérer la transition au-delà des débats climat, juste parce qu'on voit en fait que investir dans le pétrole et le gaz, bah, c'est pas du tout résilient à une crise économique mondiale, tout simplement. Et ça, on l'a vu en 2020. À propos d'énergie fossile, certaines associations et ONG que vous connaissez bien relancent le débat sur la charte de l'énergie. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots où en est ce débat? Y a-t-il une chance raisonnable que l'Union européenne sorte ou amende cette charte? Ou est-ce que c'est faire pipi dans un violoncelle? Bah, si vous voulez, je peux commencer. Ah ouais, alors cette charte de l'énergie, c'est un traité qui protège en fait les investisseurs, notamment dans le secteur de l'énergie fossile. C'est-à-dire que là, vous avez par exemple une grande entreprise du charbon, RWE, qui a attaqué
les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas ont une stratégie de sortie du charbon d'ici à 2030, si je ne me trompe pas sur la date, et qui attaque en justice du coup les Pays-Bas pour mener cette stratégie. Et donc c'est très néfaste aujourd'hui à la transition, cette charte de l'énergie. Et donc il y a tout un débat au niveau européen pour savoir comment on la réforme, si on arrive à la réformer, ou est-ce qu'on en sort. Il y a certains pays européens qui sont déjà sortis de la charte, c'est le cas de l'Italie, et d'autres qui aimeraient la réformer, voire en sortir. La France a notamment cette position-là de dire si on n'arrive pas à la réformer, autant en sortir. Il se trouve qu'il y a d'autres pays européens qui seraient plutôt sur cette ligne-là, et peut-être que les Pays-Bas vont également arriver sur cette ligne-là suite à cette affaire en justice qui a été lancée par Erdogan. Est-ce qu'on peut rappeler qui est parti à cette charte? Parce qu'il y a l'Union européenne d'un côté, il y a la Russie, il y a d'autres États, non? Alors, je n'ai pas en tête toutes les parties. Peut-être que je peux appeler un joker, Thomas ou Lucie, si vous savez. Il me semble que c'est 54 États en tout, Oui, mais quelque chose comme ça. quelque chose comme ça. Ouais. Ou bien au-delà. Pardon, Neil, qu'on continue, puis je serai en ligne. Non, non, mais donc voilà, il y a vraiment cette dynamique, en tout cas au niveau européen, pour voir si on peut la renégocier ou pas, et sinon en sortir. Mais là, pour le moment, en tout cas, la Commission européenne n'envisage pas une sortie de la charte de l'énergie, à voir un peu comment ça se fait au sein de l'Union européenne, s'il y a un certain nombre d'États membres critiques qui pourraient demander la sortie. Ouais, c'est compliqué. Pardon Valérie, ouais, c'est compliqué. Alors juste un mini point. Donc il y a quand même des États, donc enfin c'est le développement il y a quelques jours, hein, qui faisaient partie de plutôt des États qui poussaient pour vraiment soit une révision en profondeur, soit une sortie, comme le Luxembourg, enfin qui poussait plutôt même pour la sortie, qui reviennent un petit peu sur leur position, qui disent bon on va plutôt quand même essayer de négocier de l'intérieur. Alors ce qui est compliqué, c'est que si juste on sort, il y a un problème de comment on dit liability. Enfin, on s'expose juridiquement aussi à être attaqué par des acteurs économiques qui pourraient s'estimer lésés par la manœuvre. Et alors c'est quand même, enfin c'est un point qui est pas juste propre à ce traité, hein, enfin la question de la protection des investisseurs. Et voilà comment on s'expose. C'est une question qui est transversale dans les accords de commerce et qui a bloqué dans plein de négociations précédentes, que ce soit CETA ou même d'autres. Alors, nous avons une question d'Olivier qui a levé la main. Olivier, est-ce que tu peux poser ta question? Oui, j'en ai même 3 petites. Merci déjà, c'est super intéressant. La première question à M. Pellerin-Carlin, vous avez dit que la politique européenne de l'énergie était beaucoup plus fédérale que la politique américaine. Je veux bien que vous étayiez à peine parce que ça paraît pas si évident que ça. Et puis ensuite, sur le 55%, sur les 3 options, est-ce que les parlementaires se sont déjà organisés? Est-ce qu'ils ont des avis par pays ou est-ce qu'ils ont vraiment des avis par parti? Et puis enfin, juste une petite précision sur la France, là, entre l'objectif 37-40, 53-55, là, je ne sais plus pourquoi 37 et pas 40, enfin, je suis plus trop au point sur ce point. Donc, pour commencer sur la comparaison États-Unis-Union européenne, je comprends votre surprise. C'est l'exemple que je donne justement parce qu'il me semble le plus frappant en fait. Les discours qu'on a, notamment en France, on a en fait une sorte de collusion de discours anti-transition énergétique et anti-européen qui se rassemblent généralement au sein d'un même discours, qui est souvent un discours nucléocrate, mais c'est un autre débat. Et en fait, ces discours-là se basent sur ce qu'était l'Europe de l'énergie en 2005. C'est-à-dire pas grand-chose. Et ça, c'était vrai pour 2005, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en Europe et qu'est-ce qu'on n'a pas aux États-Unis? Je vous donne 4 exemples précis. Par exemple, en Europe, on a un marché électrique maintenant qui est complètement interconnecté au sein du continent européen. Donc les drones comme évidemment l'île de la Réunion n'est pas connectée physiquement à l'Europe, mais si on regarde le continent européen, la connexion est maintenant complète pour le marché électrique. Hein. Le marché électrique, tout à fait. C'est pas le cas aux États-Unis. Par exemple, le Texas est une île électrique. Le réseau du Texas n'est pas du tout connecté à aucun autre réseau en dehors du réseau du Texas. Sur l'efficacité énergétique, en Europe, on a, vous savez, donc on a plusieurs directives qui s'appliquent sur l'intégralité du coup du territoire européen, avec comme impact concret qu'on voit à chaque fois qu'on achète un frigo, ces petites étiquettes qui nous donnent à nous consommateurs une information d'efficacité énergétique, et en plus qu'on ne voit pas en tant que consommateur, qui est une réglementation européenne qui exclut du marché certains produits électroménagers les plus énergivores. Ça n'existe pas du tout aux États-Unis. Aux États-Unis, la seule chose que vous avez, c'est ils appellent ça le programme 5 étoiles, qui est un truc purement volontaire, où vous pouvez dire que vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre produit si votre produit est très efficace énergétiquement.
Donc là, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une réglementation européenne qui est très claire, qui est harmonisée, qui est uniforme, qui protège les consommateurs, qui favorise l'innovation aussi pour les entreprises. Cela n'existe pas du tout aux États-Unis au niveau fédéral. Vous avez quelques, par contre, États qui ont leurs propres normes, mais ces normes-là vont différer selon les États. Et c'est d'ailleurs la même chose sur mon troisième exemple, du coup, que sont les véhicules. En Europe, on a cette réglementation de standards de CO2 sur les flottes de véhicules. Ça n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez, d'un fois que j'ai regardé, une quinzaine d'États sur 51 qui avaient des normes, mais ces normes-là ne sont même pas les mêmes entre les différents États. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise automobile, je ne sais pas si vous vendez des voitures au Texas, vous n'avez pas de normes à respecter sur les émissions de CO2. Dans l'Oregon, vous avez des normes. Si vous faites dans l'État de Washington, vous avez aussi des normes. Et ces trois États-là, Californie, Oregon, Washington, ces trois États de la côte ouest, ils n'ont même pas les mêmes normes entre eux. Donc il y a vraiment un acquis, une complexité, un millefeuille, on dirait en France, réglementaire aux États-Unis sur ces enjeux-là. Ultime exemple, l'objectif d'énergie renouvelable. En Europe, on a un objectif commun qui ensuite se décline avec des objectifs d'énergie renouvelable nationaux. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Vous avez certains États qui n'ont pas d'objectif. Il y en a un, je crois que c'était Dakota du Nord, je ne sais plus, un des États du Midwest, c'était très marrant, ils avaient un objectif d'énergie renouvelable de 10% d'ici 2015. Et c'est encore l'objectif actuellement dans la loi, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été capables de mettre à jour leurs objectifs nationaux. Et il y a une vingtaine d'États aux États-Unis qui n'ont aucun objectif renouvelable. Et évidemment, il n'y a rien au niveau fédéral. Plusieurs questions de Laurent Miguet. Ah, je crois que j'ai Oui, parlé... deux questions. Il y avait les deux autres questions. Il y avait deux Pardon. autres... Je ne prends pas. Excuse-moi, Olivier. Mais je vais très vite, promis. Est-ce que le Parlement européen se mobilise sur les différentes options entre marché carbone et objectifs nationaux? Alors, il l'a fait au tout début du Green Deal en prenant position contre l'extension du marché carbone européen au secteur du transport routier et du bâtiment. Maintenant, politiquement, ça semble beaucoup plus incertain, parce qu'il y a une grande partie, notamment de la droite européenne, le PPE, qui est plutôt favorable à cette option allemande, notamment parce que le PPE est également dominé par la droite allemande, donc ça fait assez sens qu'il soit favorable. Mais donc, ils soutiennent plutôt cette idée d'extension du marché carbone à d'autres secteurs. Par contre, on voit qu'il y a une vraie division, notamment au sud et, disons, dans l'Europe orientale et centrale, parce qu'ils voient également un risque social très important de l'extension du marché carbone, c'est-à-dire que ça serait le marché qui fixera le prix et donc potentiellement le consommateur, notamment les ménages les plus vulnérables, devront payer le prix du marché carbone européen quand ils se chauffent chez eux ou alors quand ils font le plein de leur véhicule. Et ça, ils ont vraiment peur d'un mouvement de gilets jaunes à l'échelle européenne. Et ça, c'est vraiment des arguments qui sont avancés, notamment du côté de la Pologne, du côté de l'Europe du Sud également. Donc, quelque part, ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais ça, c'est plutôt transpartisan. C'est-à-dire qu'on retrouve ce discours-là de la peur du mouvement des Gilets jaunes, que ce soit chez la droite ou à gauche, au sein du Parlement européen. Mais donc, il va y avoir probablement une mobilisation qui va se faire dans les prochains mois sur ce sujet, parce qu'ils vont devoir de toute façon prendre position une fois que la Commission aura lancé sa proposition. Et sur les 37 et 40% de la France, alors l'objectif contraignant européen pour la France actuellement, c'est 37%. La France a choisi de se fixer les 40% parce qu'elle a dit on veut faire plus que ce que l'Europe nous dit de faire. Donc, elle s'est fixé les 40%. Mais l'objectif contraignant à l'échelle européenne, c'est 37%. Si on passe à 55%, enfin, on est passé à 55% à l'échelle européenne, alors, et si on maintient les objectifs nationaux sur le même modèle que ce qu'on a aujourd'hui, la France devrait faire entre 53 et 55% selon les estimations. Ça, c'est des calculs qui ont été faits par des instituts de recherche, notamment allemands. Donc, c'est pour ça qu'il y a c'est plutôt une fourchette. Mais entre 53 et 55, donc ça voudrait dire qu'on passerait de l'objectif actuel national qui est, en gros, c'est 40% que la France s'est elle-même fixée, à un objectif contraignant au niveau européen de 53 à minima. Donc, une marge qui est quand même assez élevée. J'espère que ça clarifie un petit peu ces chiffres. Merci Neil. Deux questions de Laurent Miguet au moins. Oui, donc Laurent Miguet du Moniteur des travaux publics et du bâtiment. En France, on discute actuellement de la 5e période des certificats d'économie d'énergie qui fait l'objet d'un projet de décret avec une estimation, un calcul, un chiffrage à plus 12,5% des économies d'énergie
à réaliser durant cette cinquième période de 5 ans par rapport à la précédente. Est-ce que ce schéma vous semble correspondre à la trajectoire des 55% ou est-ce qu'il est en deçà? Et puis la deuxième question, au cas où on opterait en 2021 pour une refonte de l'architecture des objectifs autour du marché carbone, quel serait le poids relatif du BTP dans l'objectif global? Je vais essayer de y aller. Alors, sur le béton. je ne suis pas spécialiste du sujet, enfin de ce sujet, mais en tout cas, si on part sur l'option 3, ce que je peux vous dire, c'est si on intègre le bâtiment, notamment dans le marché carbone européen, probablement que la France va devoir revoir son système de C2E parce que ça ne sera plus forcément compatible. Donc, il y a aussi un risque de voir remis en cause certaines législations nationales parce qu'on aura tout intégré dans le marché carbone européen en disant tout simplement que le prix du CO2 dans le chauffage va inciter les acteurs de la construction et les acteurs du logement à tout simplement mettre fin aux énergies fossiles dans le chauffage dans les bâtiments. Sachant qu'en France, je crois que le bâtiment est principalement, enfin le chauffage est quand même en grande partie électrique. C'est quelque chose qui est moins impactant a priori. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Je suis désolé de ne pas avoir plus de détails. Peut-être que Thomas ou Lucie en ont plus. Une question de Claire Avignon de l'agence AEF, dont le micro fait grève. Le Green Deal est supposé être systémique et il semble que le Conseil refuse d'intégrer les objectifs climatiques dans la réforme de la politique agricole commune. Pouvez-vous faire un point sur ce sujet? Bon, si vous voulez, j'y vais à nouveau. Sur la politique agricole commune, en effet, en tout cas, notre analyse en tant qu'ONG, c'est de dire que c'est vraiment le parent pauvre du Green Deal. Ça faisait partie de la feuille de route du Green Deal, mais en réalité, la Commission avait mis en parallèle aussi une autre initiative qui est de la fourche à la fourchette, donc Farm to Fork, qui est en parallèle et avait mis beaucoup plus l'accent sur cette initiative-là que sur la révision de la PAC. On a l'impression un peu que la Commission européenne a abandonné l'idée d'ambition climatique et environnementale dans la réforme de la PAC et qu'aujourd'hui, telle qu'adoptée, en tout cas, c'est plutôt, enfin voilà, ça maintient vraiment le statu quo sur les objectifs environnementaux et climatiques et qu'en fait, c'est à la discrétion maintenant des États membres dans leurs plans stratégiques nationaux d'aller beaucoup plus loin que la feuille de route de la PAC. Et donc, le problème, c'est que maintenant, c'est vraiment aux États membres de faire leurs plans nationaux stratégiques. Donc, à voir, par exemple, ce que va faire la France en termes de développement de l'agriculture biologique, par exemple, etc. Mais il n'y a plus... enfin, l'ambition climatique et environnementale à l'échelle européenne a été vraiment affaiblie dans le cadre de la PAC. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas trop rentrer dans plus de détails sur les différents objectifs, mais ça vaudrait le coup Enfin voilà, je peux vous mettre en contact avec des spécialistes de la PAC si vous le souhaitez. Ça vaudra le coup d'organiser un webinaire sur le sujet. Il y avait également un autre point qu'avait présenté la présidente von der Leyen en décembre 2019, c'était aussi le lancement d'un ambitieux programme de reforestation ou de replantation de forêts. Est-ce que ça a avancé ou est-ce que c'est toujours dans les cartons? Alors ça, moi, je l'ai vraiment pas suivi de près, mais peut-être que Neil ou Thomas en savent un petit peu plus. Je pense que l'idée derrière, vous savez, c'est toujours se dire, voilà, il faut qu'on atteigne notre cible. Donc, il faut à la fois qu'on mette moins de choses dégueulasses dans l'atmosphère, et puis ce qui est, il faut qu'on arrive à le retirer. Hein. Donc cette idée de reforestation, c'est un peu ça, c'est des puits donc qui doivent normalement absorber du carbone. Alors ce qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est compliqué à mesurer combien une forêt est capable d'absorber de ces gaz-là. Donc nous, on regarde toujours cette histoire de puits de carbone avec un petit peu de prudence. Il faut sans doute arriver à avancer sur ces deux pieds. Mais quand vous faites des grands plans de reforestation, peut-être que le signal que vous pouvez envoyer au secteur privé, ça peut être on va vous demander un effort, mais ce ne sera pas forcément un effort de dingue parce qu'écoutez, on va planter des arbres, donc ça va vous aider un petit peu. Et ce n'est pas nécessairement ce signal-là que nous, on voudrait qu'il soit envoyé au secteur privé. Et par ailleurs, de nouveau,
enfin voilà, très, 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 très difficile à mesurer ce qu'on peut arriver à faire en termes d'absorption du carbone par ces puits-là. Oui. Une question de Galaxy A6. Oui. Alors, oui, vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, Pascal Verdeau, je suis le correspondant de France Télévisions à Bruxelles. Merci pour l'invitation et pour le débat qui est passionnant. Moi, j'avais une question sur les plans nationaux là, qui vont être présentés à Bruxelles dans le cadre de la résilience. 37% donc de dépenses vertes et 20% quand même sur le numérique. À la Commission, on nous dit que pour certains États, c'est un peu compliqué. La France, comme toujours, affirme un peu être à la pointe, affirme qu'elle aura aucune difficulté à remplir ces 37% de dépenses vertes. Je voulais savoir si vous aviez une indication déjà de la ventilation, finalement, de ces dépenses vertes prévues par Paris, par le gouvernement français. Et puis, juste par rapport à Lucie, sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plus un témoignage, une représentation. Effectivement, l'Union européenne a confirmé son cap. Vous n'avez pas parlé du vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, qui est chargé de porter ce Green Deal. Et j'ai compris pourquoi, puisque Timmermans a complètement disparu des écrans radars et de la salle de presse à Bruxelles. Alors, je ne sais pas s'il a été écrasé par le Covid, mais il a complètement disparu. On le voit souvent en visio quand même. Oui, oui. Il a un très beau grenier, visiblement. Oui, oui, oui. Enfin, on ne le voit plus beaucoup en véritable exercice de presse. Mais sur les plans nationaux, est-ce que vous avez, et sur le plan national français, est-ce que vous avez des indications sur ce qui rentrerait dans les 37% dépenses vertes? Oui, on a pas mal d'indications. Donc, il y a E3G pour lequel travaille Lucie qui développe un très très bon outil par Internet qui va vous permettre de suivre ça en détail une fois que les plans seront connus. À ce stade, en fait, les plans nationaux, la Commission les attend plutôt fin mars plutôt que fin avril. Donc, les États souhaitant soumettre ces plans-là aussi vite que possible. Après, la part qui va être consacrée à la transition écologique dans ces plans-là, va vraiment dépendre de ce que les États souhaitent y mettre. Pour vous répondre, dans le cas français, il y a peu de cas. Il y a un cas espagnol, par exemple, où ça a un vrai impact, parce que la quantité d'argent que l'Espagne va recevoir est vraiment, vraiment très importante. Donc ça, c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour la Croatie, c'est vrai pour la Bulgarie, qui vont être des grands récipiendaires de l'argent de la relance européenne. Pour la France, qui reçoit une quantité d'argent qui est importante, au niveau français, c'est 40 milliards. 40 milliards, c'est plus que le budget de la défense, donc on est quand même sur quelque chose de significatif. Néanmoins, au regard du plan français, le plan français actuel du gouvernement, c'est 100 milliards, dont 40 milliards qui viendraient de l'Union européenne. C'est en tout cas comme ça qu'il le voit. Et donc, en fait, il y a un enjeu de repackaging, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, sur les 100 milliards du plan français, il y en a une trentaine qui est plus ou moins liée à la transition écologique. Sur la trentaine, ils vont prendre une vingtaine qui est, si je puis dire, bulletproof, qui pourra faire l'épreuve du feu. Donc, vous enlevez le nucléaire, par exemple, qui pose question au niveau européen, et vous mettez ça et vous présentez ça, et puis du coup la Commission tamponne. Donc pour le plan français, c'est un peu ça la situation. Moi, ce que je vous encourage à regarder en tant que journaliste, c'est un sujet en fait qui est très peu couvert, qui est la dimension de réforme qui est exigée dans le cadre du plan de relance. Dans le plan de relance, en fait, il y a deux piliers. Il y a un pilier investissement, donc l'argent qui est donné aux États pour qu'ils investissent, et tout le monde en parle. Il y a un autre pilier qui est beaucoup plus, qui est au moins aussi important, qui est en fait un agenda de réforme que la Commission va demander aux États de faire. Donc là, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Il y a beaucoup de gens à la Commission qui veulent mener à nouveau la bataille perdue des années 2010 avec réforme des retraites, marché du travail, la Troïka, la Grèce, etc. Donc ça, évidemment, c'est politiquement impossible. Une option qui peut être super intéressante, du coup, c'est que la Commission exige des États des réformes dans le secteur du numérique, dans le secteur de l'énergie. Par exemple, pour être très clair, le minimum que la Commission européenne pourrait demander, nous on la pousse à demander au moins ça, c'est que chaque État qui reçoit de l'argent ait un plan de mise en œuvre du droit européen existant, puisqu'une partie du droit européen existant n'est pas mise en œuvre, y compris en France, par exemple sur la rénovation des bâtiments. Et ça, c'est un enjeu et c'est un obstacle actuellement à la transition écologique.
Je le dis de manière anecdotique, mais si la France avait à minima bien respecté le droit européen partout et toujours, en mettant bien en œuvre comme il faut toutes les directives le faire en temps voulu, je ne sais pas si la France aurait été condamnée par le tribunal administratif de Paris. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, la France serait beaucoup plus proche de ses objectifs climat. Et ça, c'est clairement quelque chose que la Commission européenne peut exiger en termes de programme de réforme, puisqu'on est sur une pure question d'état de droit, faire en sorte que la France applique le droit européen en France comme partout ailleurs en Europe. Juste pour compléter sur ce que vient de dire Thomas sur le plan national, c'est vrai que, comme l'a dit Thomas, ils vont reventiler en fait tout l'argent qu'ils avaient prévu dans la transition dans le plan envoyé à Bruxelles parce qu'il faut respecter cette règle des 37%. Donc, ferroviaire, rénovation énergétique, globalement, des bâtiments, globalement, ça va y passer. Ce qui est important, c'est de voir un peu les recommandations qu'avait fait la Commission européenne à la France pour son plan de relance. Elle avait mis l'accent vraiment sur la rénovation énergétique des bâtiments parce qu'il y a un vrai souci de précarité énergétique en France. Elle avait mis l'accent sur le développement du véhicule électrique, également sur le développement des énergies renouvelables, parce que la France est très en retard sur son objectif 2020 pour atteindre son objectif 2020 de développement des énergies renouvelables. Et la Commission européenne avait souligné justement ce point dans les recommandations. Et un dernier point justement sur ce qu'avait dit la Commission européenne à la France sur son plan de relance national. Elle avait été assez critique sur la baisse des impôts de production, notamment le commissaire Gentiloni qui avait dit que ce n'était pas forcément une dépense très utile dans le cadre de la relance parce que c'était une dépense qui était plutôt pérenne et qui n'avait pas d'utilité forte dans le cadre d'une relance. Donc ça, il faudra surveiller de près, voir si la Commission européenne reste critique sur ce sujet au moment de l'analyse du plan de relance national, sachant que je pense que la baisse des impôts de production ne figurera pas dans l'argent européen utilisé par la France dans la relance, mais seulement dans le volet national. Si je peux compléter avec un mini-mot, puisque je vois qu'on arrive déjà à 12h30, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on dit Thomas et Neil. Bon, il y a un risque de greenwashing qui est pas négligeable avec ces plans-là. Et juste un petit point de vigilance, c'est que, donc là, il y a quand même, en gros, c'est une négociation entre la Commission et les États membres. C'est pas très facile pour la position de négociation de la Commission là-dedans, elle est pas extrêmement forte, quoi. Enfin, moi, j'ai vécu le processus de l'intérieur qui est côté semestre européen, où c'est quelque chose d'assez similaire. Vous avez un dialogue avec les États membres et pour essayer de les amener tout doucement vers le point que vous pensez est le bon. Il y a des rapports de force qui s'établissent là-dedans. Ils jouent pas toujours en faveur de la Commission. C'est encore plus dur d'avoir ce dialogue-là quand vous êtes face à une récession sans précédent, si vous voulez. C'est-à-dire que la Commission arrivait à dire, à poser des conditions aux États, alors que les États sont en train d'essayer désespérément de sauver leurs économies et leurs emplois. C'est compliqué de dire non. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose juste qu'il faut avoir en tête, que ce dialogue, il est déjà compliqué à la base et qu'il est encore davantage déséquilibré et qu'obtenir des concessions, en tout cas des révisions fondamentales des plans nationaux quand on a la Commission de la part des États membres. Dans le contexte actuel, c'est difficile quand même. Merci Lucie. Il y a une réforme qu'on ne pourra pas faire ensemble, c'est la réforme du temps. Je ne sais pas s'il y a une ultime question, une ultime remarque. Non, a priori, il n'y a plus rien. Donc, je vais pouvoir vous laisser aller déjeuner. Et je vous remercie encore beaucoup pour avoir inauguré ce séminaire européen de la JE et de l'ECF. Et en espérant vous revoir bientôt sur nos ondes. Merci à vous et très bonne journée.